Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne Nyota Télévision pour vous informer. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, surtout bienvenue à ce journal qui retient à la une cette destruction des boissons alcooliques à forte dose sur la route Likasi, une œuvre de l'auditorat militaire supérieur du Haut-Katanga. Question d'accompagner le gouvernement provincial dans la lutte contre la criminalité. Nous vous parlerons également dans ce journal du début du temps de l'Avent, un moment fort pour tous les fidèles catholiques qui sont appelés à une bonne préparation pour accueillir l'enfant Jésus. Et puis, un invité dans ce journal. Il s'agit de Jean Bayo, représentant de Olvis Bay Corridor Group en République démocratique du Congo. Il s'entretient avec Mme Diane Kassongo sur leur organisation ainsi que la session de formation qui se tiendra le samedi prochain au Pullman Caravia Hotel. Voilà tout pour l'essentiel de ce journal. Merci donc à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Tout d'abord, cette information, 70 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés pour la journée du dimanche 29 novembre, dont 67 à Kinshasa et 3 dans la province de La Chopo. Aucun cas n'a été déclaré guéri. Également, aucun décès enregistré parmi les cas confirmés. Ainsi, le cumul des cas depuis le 10 mars dernier est de 12 772, dont 12 771 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 333 décès et 11 585 personnes guéries. Vous l'avez peut-être appris, condamné à 3 ans de servitude pénale, Barnabé Moulingagno, président national du Rassemblement des leaders congolais, devrait faire appel de sa peine ce lundi 30 novembre 2020. C'est son avocat conseil, Maître Willy Ngashi, qui l'a annoncé. C'était au cours d'un point de presse tenu hier dimanche. Il a dénoncé l'instrumentalisation de la justice par certaines personnes qui veulent la rendre un instrument répressif d'un camp contre un autre. Il a cependant affirmé que le droit sera réellement dit en appel. Et on vous rappelle par la même occasion que Barnabé Moulingagno a été condamné pour menace d'attentat et offense au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le dis en début de ce journal, l'auditorat militaire supérieur du Haut-Katanga a procédé à la destruction des boissons à forte dose. C'était sur la route Likasi à hauteur du camp Kimbembe. L'opération s'est déroulée là-bas et pour le colonel Moïse Nkouba, il s'agit d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la criminalité. On en parle avec Edouard Kankouchitenge. Au total, 380 cartons de boissons alcooliques à forte dose ont été détruits par la justice militaire à travers l'auditorat militaire supérieur du Haut-Katanga. Ces produits prohibés et impropres à la consommation proviennent des pays limitrophes de la RDC et traversent frauduleusement la frontière. Dans ses prérogatives relatives à la lutte contre la criminalité, le gouvernement de la RDC s'engage à décourager les opérateurs économiques qui s'adonnent à ces commerces illicites. Après l'incinération, le colonel Moïse Nkouba a lu l'ordonnance de destruction. Considérant que les objets ci-après décrits, soit 380 cartons de boissons alcooliques, sont frélatés, inventoriés au dit procès verbal, sont nuisibles à la santé et dangereux pour la sécurité publique. Vu l'article 71 de l'ordonnance n 78/289 du 3 juin 1978, requérons le lieutenant-colonel IPJ en chef, Moïse Nkouba de l'auditorat militaire supérieur et gardien de bien saisis, de procéder à cette destruction conjointement avec les colonels Kassongo Yvette, lieutenant Makoto Redi, tous inspecteurs de police judiciaire de l'auditorat militaire supérieur du Katanga. Malgré ces jolis coups de filet de l'auditorat militaire, un questionnaire vaut son pesant d'or. Pourquoi seulement attendre que ces produits toxiques soient sur le marché pour les détruire? Pourquoi ne pas prendre des dispositions afin d'empêcher leur entrée sur le territoire national? Donc les responsabilités restent partagées.
Et depuis l'ouverture de l'année scolaire en cours, la problématique sur la rémunération des enseignants non mécanisés a fait surface dans certaines écoles officielles. Pour contourner cette difficulté, les parents sont censés payer chaque fin du mois quelque chose pour prendre en charge les enseignants. Il faut vous dire que cela n'est pas du goût de tous les parents. Illustration faite dans les écoles catholiques et au nom de la SENCO, l'abbé Donatien Cholet en a parlé avec quelques parents. Augustin Célestin Mganza nous en dit plus. La mise en application de la gratuité de l'enseignement de base, qui du reste est une disposition constitutionnelle, avait réjoui les parents. Mais depuis, les enseignants non mécanisés, qui ne reçoivent rien de l'État congolais, sont en difficulté. Certains parents se plaignent qu'ils sont obligés régulièrement de verser un montant quelconque pour la prise en charge des enseignants. Première primaire, Tongo ya lelo akani. Alobi je ne pars pas à l'école. Avant di na ya sa sokoli mai, il fallait ko pesa mbongo. Na pesi mbongo ya lobi na ya lelo sans récit. L'Église catholique, qui détient la majorité des écoles conventionnées en République démocratique du Congo, fustigeait déjà la lenteur de l'État congolais dans le processus de mécanisation des enseignants, et cela n'est pas du goût de tous les parents. Les parents vont souffrir. Tomoni pasi. Vraiment, total ils sont na temps ya kovanda koluka ba mbongo ya kofutela bana classe. Gratuité est constitutionnelle. Et ça Félix Mutwaluki gratuité té. Mais lelo kaka catholique wana ndé changer. Montako Sabinoté. Catholique a changé té. Catholique a otika la kaka côté à peuple. Pour l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, c'est à l'État congolais de prendre des dispositions pour que parents et enseignants trouvent leur compte. Sa position, c'est celle de la SENCO qui soutient totalement la gratuité de l'enseignement. Quand le chef de l'État l'a annoncé, les évêques sont allés le voir pour le féliciter et lui rappeler le préalable, entre autres que l'État prenne ses responsabilités. Maintenant, on est devant une difficulté réelle. Les gens travaillent sans être payés. Ce sont des pères de famille, ce sont des parents qui ont des problèmes à résoudre. S'ils revendiquent leurs droits par rapport au gouvernement, est-ce que l'Église doit les leur empêcher? Selon certains chefs d'établissement contactés à ces sujets et qui veulent garder l'anonymat, ils affirment que pour le mois de novembre 2020, quelques enseignants non mécanisés ont commencé à percevoir leur salaire versé par l'État congolais. On nous signale également que l'orphelinat Saint-Michel a bénéficié d'un lot important de vivres frais et sacs de farine de maïs de la part du club loisir Moïse Katumbi, une action qui entre dans le cadre du social de cette association sans but lucratif qui soutient la vision de Moïse Katumbi, son modèle et leader politique. Ben Kaembe nous en parle. Dimanche 29 novembre 2020, un jour particulier pour les enfants de l'orphelinat Saint-Michel, œuvre de la grande famille Touta. Ce centre d'accueil a reçu des sacs de farine, des vivres frais et des bouteilles d'huile végétale de la part du club loisir Moïse Katumbi, une première action sociale de cette association. Pour Michel Moulouchila, son président national, d'autres actions sont en vue. Déposer ce geste, ça rentre dans le cadre de nos activités sociales. Comme vous le savez, le club loisir Moïse Katumbi, CLMK en sigle, a beaucoup d'activités. Nous avons de multiples activités, notamment les activités sportives, à travers la marche, à travers le foot, à travers les volets, les baskets. Nous élevons toujours le leadership de Moïse Katumbi. Un geste qui vient ainsi prêter une main forte aux responsables de ce centre d'accueil spécialisé dans l'encadrement des orphelins. Au nom de tous les responsables de l'orphelinat Saint-Michel, nous disons encore une fois merci beaucoup. Avec la crise qui frappe tout le monde, quand même vous avez fait quelque chose de grand, c'est pas petit, c'est grand aux yeux de l'Éternel. Touchés par ce geste, des mots de remerciement des bénéficiaires ne se sont pas fait attendre. Nous vous remercions au nom de tous les enfants de l'orphelinat Saint-Michel. Ces gestes que vous avez fait, ça nous a touché au cœur. Que ce ne soit pas la première fois ni la dernière fois et que Dieu vous bénisse. Merci. La prise en charge des orphelins dans ce centre par la famille Touta est un acte qui mérite des encouragements, reconnaît cette dame, membre du CLMK.
Par rapport ya vile mimi naona batoto en tant que mama, mimi nashikia buchungu. Sababu mama wa kweli ni ule anachungaka mtoto mpaka mwisho ya maisha ya mtoto. Batoto ni buzebu wetu bwa kesho. Kama tunaona batoto moins de 10 ans beko abandone, iko nafanya mubaya. Na mimi napikia asante sana kwa huyu muntu. Mungu aliweka ndani yake buluma bwa kujenga hii mahekalu pour que récupérer ya batoto mbalabala. Cette tournée de bienfaisance à l'orphelinat Saint-Michel s'est clôturée par la visite du dortoir, du réfectoire, les différentes salles de classe et installations mises à la disposition de ces enfants démunis par la famille Touta pour leur encadrement tant physique, spirituel que moral. Vous avez reconnu la voix de Diane Kassongo Nyota dans cet élément de Ben Kaembe. Revenons sur la célébration dimanche 29 novembre de la journée des enfants salésiens au lycée Twendeleye, une occasion offerte à l'église catholique, principalement la congrégation des Salésiens de Don Bosco qui encadre les enfants sans abri de ressortir l'importance de cette date. Pour eux, la rue n'a pas d'enfants, alors tout le monde a l'obligation de conscientiser ces enfants appelés Chégué à quitter la rue. Guélor Chamba pour le reportage. C'est le hall du lycée Twendeleye qui a servi de cadre pour la journée des enfants salésiens, une occasion marquée par la célébration eucharistique célébrée en présence des anciens élèves de Don Bosco. Différentes personnalités et même les enfants en rupture des liens familiaux y ont pris part. Dans son homélie, l'officiant du jour a exhorté toute l'assistance à se préparer à la rencontre avec le Seigneur. Se convertir, attendre et veiller. Vous savez, nous venons de commencer ce temps fort de l'Église, le temps de l'Avent. Nous nous préparons, nous attendons quelqu'un d'important qui vient nous rencontrer. Dieu vient me rencontrer dans ma vie. Pour rappel, la congrégation salésienne œuvre principalement dans la prise en charge des enfants en rupture des liens familiaux. Cette célébration du dimanche 29 novembre 2020 s'est déroulée dans une ambiance festive entre la communauté salésienne et toute l'assistance. Et comme ils savent le faire, c'est à travers différentes animations que les Salésiens ont clôturé cette journée. Et puisque nous parlons de l'Église catholique, retenez que le temps fort de l'Avent a débuté depuis hier, dimanche 29 novembre 2020. Pendant 4 semaines, les fidèles catholiques du monde entier vont se préparer pour la fête de la Nativité du Seigneur. La proximité entre Dieu et l'humanité et la vigilance des hommes, ce sont là les mots-clés de l'homélie du pape François en marge du premier dimanche de l'Avent de l'an 2020. Un temps où les catholiques se préparent à la venue du Seigneur. L'Avent est le temps où faire mémoire de la proximité de Dieu. Il est descendu vers nous, mais le prophète va au-delà. Il demande à Dieu de s'approcher encore plus. Le premier pas de la foi est dire au Seigneur que nous avons besoin de lui, de sa proximité. Et aussi le premier message de l'Avent et de l'année liturgique, reconnaître Dieu proche et lui dire « approche encore de nous, approche davantage de nous ». La couleur liturgique de ce temps, le violet, ne symbolise aucune tristesse, mais plutôt une attente du Sauveur Jésus-Christ, d'où l'appel à la vigilance, insiste le Saint-Père. Ainsi, en invoquant sa proximité, nous pourrons entraîner notre vigilance. Et l'évangile de Marc nous a proposé la partie finale du dernier discours de Jésus, qui on peut être résumé en un seul mot, veiller.
Le Seigneur la répète 4 fois dans 5 versets. C'est important d'être vigilant, puisqu'on peut se tromper dans la vie et s'égarer en 1000 choses et ne pas s'apercevoir de Dieu. Plusieurs célébrations ont ainsi été organisées dans toutes les paroisses catholiques du monde, dans un rythme particulier. Une sorte d'invitation à une bonne préparation spirituelle avant la fête de la Nativité qui interviendra dans 4 semaines. On va laisser l'Église catholique pour parler autre chose. Leadership efficace, c'est sous ce thème qu'a été organisée la formation des femmes cadres du parti cher à l'honorable Dieudonné Pablo Ngouège, l'éveil pour la conscience et le travail. Et c'était plusieurs femmes venant de différentes bases ont pris part à cet atelier de formation. C'était en présence de plusieurs personnalités de ce parti. Un élément que signe Ben Kaembe. Cet atelier de formation a réuni les femmes cadres de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement sous le thème « Le leadership efficace ». Ces femmes venant de différentes bases ont prêté oreille au formateur qui a survolé l'espace du leadership en atterrissant sur les différentes questions posées par ces cadres. Pour un travail bien fait, le tempérament est ainsi un élément essentiel. Le président fédéral du parti dans le Grand Katanga, l'honorable Dieudonné Pablo Ngouège, a circonscrit le cadre de cette organisation tout en félicitant les femmes de l'ECT qui s'actualisent pour donner au pays la qualité. Je dis une fois qu'investir dans la formation, surtout la formation de la femme, c'est conjuguer au présent mais aussi au futur. Reveillez ce que vous avez comme aptitude logée au sein de vous. Donc bravo à nous tous. S'en suivra la remise de brevets de participation aux lauréats et aux responsables qui ont accompagné cet atelier organisé au siège du parti en présence du vice-ministre du budget Félix Momat Kitenge et secrétaire général de ECT. Les participantes se disent équipées par cette formation et appellent toutes les femmes à suivre leurs traces. La femme cadre a compris comment renforcer ses capacités en tant que leader. Cette femme est déjà leader, mais en tant que leader, nous avons toujours besoin de formation continue. Il faudrait avoir un objectif à atteindre. Vous vous fixez un objectif, vous devez faire tout votre bien pour arriver à atteindre cet objectif que vous faites fixer. Parce que si vous n'êtes pas dans la même vision, tout sera gâté. Signalant que cette formation n'est pas une première au parti cher à l'honorable Pablo Ngouège. Place à présent à l'invité du journal. Madame Diane Kassongo reçoit ici Jen Mbayo. Il est représentant de Olvis Bay Corridor Group en République démocratique du Congo. Ils ont parlé de leur organisation et aussi de la session d'information qui sera tenue le samedi 5 décembre prochain. Ça sera au Pullman Caravia Hotel. Suivez. L'invité du journal de ce 30 novembre 2020, c'est M. Jen Mbayo. Il est le représentant de Olvis Bay ici à Lubumbashi. C'est avec lui que nous allons échanger pendant un peu de temps. Bonsoir, M. Jen. Bonsoir, Mme Diane. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Ok, je m'appelle Jen Mbayo. Je suis le représentant du Olvis Bay Corridor Group, qui est une organisation sans but lucratif de la Namibie. Je les représente ici et je suis basé à Lubumbashi. Vous représentez le Olvis Bay Corridor Group. C'est quoi, au fait, cette ASBL?
Ok, le Walvis Bay Corridor Group, c'est une organisation qui est née d'un accord, d'un partenariat public-privé. Et nous sommes en train de faire la promotion du commerce entre la Namibie, la Zambie et la RDC à travers le port de Walvis Bay. Et c'est une organisation sans but lucratif. Donc nous, ce que nous faisons, c'est nous encourageons les gens à utiliser le port, à faire leur commerce à partir de là. Et pour ceux qui ont des difficultés d'accès, des difficultés d'entrer en contact avec les agences en douane namibiennes, avec l'autorité des ports, avec toutes les organisations qui sont autour du port, nous les assistons à partir de notre bureau ici à Lubumbashi. C'est quoi l'importance de ce port pour la République démocratique du Congo? Voilà, donc premièrement, il faut noter que le port de, disons, la RDC n'a pas beaucoup d'accès vers l'océan, donc n'a pas beaucoup de ports, et c'est un pays qui importe beaucoup. Donc nous importons déjà beaucoup, nous avons une très grande population, nous avons un très grand marché, mais pour l'importation, pour importer quoi que ce soit, nous avons besoin de passer par des ports. Et il y en a plusieurs dans Walvis Bay. Et principalement pour la région du sud de la RDC, l'un des ports de choix, c'est Walvis Bay, qui n'est pas très loin, qui se trouve à peine à près de 2000 km de Kolwezi, par exemple. Et les conditions sont très très bonnes, c'est très facile d'aller de Walvis Bay à Lubumbashi ou à Kolwezi. En 3 jours, vous pouvez importer à partir de l'océan jusqu'au marché Lushoa, par exemple. Oui. En début d'année, nous avons connu une pandémie de Covid-19 et ça a paralysé presque beaucoup des secteurs ici en République démocratique du Congo, dans le monde aussi. Et comment est-ce que vous avez évolué pendant cette période? Bon, pour nous, quand le Covid a commencé, évidemment, ça bloquait nos activités. Beaucoup de mesures avaient été prises dans le secteur du transport. En Namibie, il y a eu confinement à partir du 15 mars. Ici en RDC, si je ne me trompe pas, c'était autour du 19. Donc les activités s'étaient arrêtées pendant presque un mois. Seulement, lorsqu'il fallait prendre des mesures pour s'adapter à la nouvelle situation, la plupart des importateurs ont eu beaucoup de challenges dans les autres ports. Alors, le port de Walvis Bay était resté ouvert et ça a été plutôt une opportunité pour nous. Nous avons eu l'occasion de pouvoir trouver des nouveaux clients. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert, surtout les sociétés minières qui ont découvert le port. Donc ça a été un challenge et en même temps ça a été une opportunité pour nous. Nous avons profité de cette période-là pour promouvoir davantage le port. Et tout était sécurisé? Tout était sécurisé. La Namibie avait, si vous regardez les statistiques, avait un taux de contamination du Covid qui était très très bas, très faible. Le nombre de morts était vraiment très bas. Donc c'était sécuritaire pour les transporteurs. Oui, pour les transporteurs, les importateurs. Et notre organisation a aussi un département de santé. Donc nous nous occupons principalement des chauffeurs de track. Nous les prenons en charge, nous leur faisons passer des tests, nous les accompagnons dans tout ce qui a trait à la santé, que ce soit pour d'autres maladies, et aussi bien que pour le corona. Nous les avons assistés et ça fait que beaucoup de transporteurs se sont sentis à l'aise de venir vers notre port. Seulement, il y a évidemment d'autres challenges qui restent à être résolus. Par exemple, la durée de validité du test de Covid. En RDC, c'est 3 jours. En Namibie, c'est 7 jours. En Zambie, c'est 14 jours. Ça crée un peu de confusion. Donc, nous sommes en train d'essayer de régler ces problèmes-là. Mais je pense que nous sommes bien partis pour prendre un bon cap. Vous organisez une session d'information le samedi prochain, donc ce sera le samedi 5 décembre 2020. Oui. Expliquez-nous un peu, ça sera quoi cette session de formation? Ok, justement dans le cadre de la promotion du port de Walvis Bay, nous tenons à organiser une conférence parce que nous avons été un peu absents sur le marché congolais. Et voilà, nous venons de rouvrir un bureau, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et nous voulons que les importateurs, les exportateurs, les transporteurs congolais et même les autorités de la place puissent
participer à cette conférence. Nous sommes venus avec une délégation ici de la Namibie. Il y a le CEO du Walvis Bay Corridor Group qui est ici, principalement pour cette session d'information. Nous avons un conseiller du ministère des Transports namibien qui est ici aussi, qui sera présent à cet événement. Le représentant du Walvis Bay Corridor Group en Zambie et le secrétaire général du projet de développement du corridor, parce que c'est encore en développement, ce n'est pas un corridor qui est déjà bien établi. Nous comptons l'élargir vers le reste du Katanga, le reste de la RDC. Donc le secrétaire sera là et tous ces gens-là sont ici pour parler des opportunités, des contraintes et des pistes de solutions que nous sommes en train de voir avec les autres pays. Alors, ce sont des informations qui ne sont pas généralement disponibles et tous ceux qui sont intéressés à voir ces informations-là seront les bienvenus. Nous allons envoyer des invitations aux différentes entreprises et bon, ceux qui aimeraient, qui n'auront pas été invités peuvent nous contacter, peuvent venir à notre bureau à Luano City et prendre rendez-vous. Nous allons les mettre sur la liste. Peut-être une dernière question avant de terminer. Vous avez dit au début de notre échange que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui importe beaucoup et qui exporte aussi. Et quel est le message que vous allez adresser, le dernier message à adresser aux importateurs et aux multiples exportateurs de la République démocratique du Congo, surtout de la partie sud? Ok, le message que je vais adresser, c'est que le Walvis Bay Corridor Group est en train de travailler d'arrache-pied pour offrir des solutions, puisque la zone de la SADC n'est pas... on ne devrait pas regarder la SADC comme un ensemble de pays, mais comme une seule entité. Nous voulons que le port de Walvis Bay soit le port de la RDC. C'est l'un des ports de la RDC. Ils sont tous les bienvenus. Nous sommes en train de travailler avec tous les représentants du gouvernement pour accueillir de plus en plus de Congolais en République démocratique du Congo. Merci, M. Jen Bayo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était l'invité du journal. Voilà, c'était donc là Madame Diane Kassongo-Nyota qui s'entretenait avec Jen Bayo, représentant de Walvis Bay Corridor Group en République démocratique du Congo. En sport, le tout-puissant Mazembe a battu les Lumpa de Bazano par la note de 2-0. Match joué dimanche au temple de Badiangwena. C'était pour le compte de la Ligue nationale de football. Suivez le résumé de cette rencontre avec Michel Mbayou. Les Corbeaux se sont remis à la forme de leur ailier pour venir à bout des Lumpa de Bazano. En difficulté lors des 45 premières minutes, les TP prenaient l'avantage vers la fin de la première période grâce au Guinéen Moustapha Kouyaté qui a ouvert le score suite à un coup de pied tiré par Issa Mampeko d'une tête croisée pour battre les gardiens adverses. Le coup franc qui est joué par le capitaine des Corbeaux de tout-puissant Mazembe-Anglebert, ça va faire un but pour les Corbeaux du tout-puissant Mazembe-Anglebert dans les arrêts de jeu de la première période. Et c'est l'homme du moment, l'homme provincial. Une minute plus tard, les mêmes Kouyaté loupaient d'écorcer l'addition sur sa frappe qui frôlait les poteaux des Kaniki. Les Lumpa passaient à l'attaque supérieure et rataient des peu l'égalisation sur un coup de casque de Cyril Moutoualé en manque de conviction. Les montées en deuxième période de Béa ou même Kalaba seront prolifiques pour les Corbeaux sur une belle combinaison de Kalaba et Kisangala qui va récaler Uchaya à gauche qui finalement, dans centre en force, Joël Béa va concrétiser la belle action pour marquer le deuxième but de Corbeaux et son 5e de saison. L'attaquant du tout-puissant Mazembe-Anglebert, mais quel superbe centre de la part de Benson Ochaya, attaque placée, milieu de terrain, on décale sur le côté gauche, et Benson Ochaya qui travaille son centre. Dans ses œuvres, Kalaba verra sa frappe heurter les poteaux sur un coup franc infructueux. Qu'est-ce que c'est bien tiré? Qu'est-ce que c'est bien tiré? Mazembe va consolider son avance de début sur Bazano et ce succès lui permet de comptabiliser 19 points et mettre la pression sur Maniema Union, l'actuel leader.
Avec cette même détermination, je vous retrouve dans les toutes prochaines heures. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. À vous, je dis sincèrement merci de l'avoir suivi et surtout, ne nous quittez pas encore, le programme continue.